Et puis, vous connaissez certainement la première destination touristique au monde. C'est la France, de très loin, qui signifie aussi un chômage de masse dans le tourisme. Et là, pour le coup, la France va être très touchée. Après, en France, c'est quand même pas le seul secteur économique. Donc, avec l'attaque sur le tourisme de masse, il y a déjà des pays qui vont se retrouver dans des situations incroyables, comme notamment les îles Hawaï, où l'économie dépend entièrement du tourisme. Voilà. Ça va entraîner juste derrière une baisse du pouvoir d'achat. Pourquoi? Parce que là, je vais vous expliquer en fait l'impact. Je pourrais aussi en mettre un autre sur le chauffage. C'est qu'il est fort probable que dans les années à venir, le chauffage soit attaqué et que donc les gens s'habituent à chauffer de moins en moins leur maison. Le pétrole ne va pas disparaître, ce n'est pas la fin du pétrole, c'est la fin du pétrole bon marché. Donc il restera du pétrole mais il sera plus cher, donc du fuel mais plus cher. Mais ça déjà, cette année, le pétrole, avec les variations du prix du pétrole depuis début 2008, pour ceux qui se chauffent au fuel, ils ont bien senti dès cette année les variations du prix du fuel, hein, ça a été énorme. Donc c'est rien enfin, par rapport à ce qui va arriver, hein, dès que le pétrole va commencer à se raréfier, et donc il va devenir cher. Mais par contre, pour tous ces usages-là, que ce soit le plastique, le textile, les médicaments, la nourriture, etc., ça va prendre un peu plus de temps parce qu'il va falloir prendre le temps que ce pétrole soit transformé et acheminé jusqu'à ce que nous l'utilisions. Ça va prendre peut-être quelques mois, quelques années pour certains produits avant qu'ils soient fabriqués avec du pétrole plus cher. Mais donc dans une deuxième partie, il y aura le prix à la pompe, mais il y aura aussi l'ensemble des produits du supermarché qui vont devenir plus chers parce qu'ils sont fabriqués à partir de pétrole, mais aussi et surtout parce qu'ils sont transportés, ça vous le savez, hein, un yaourt ou une boîte de petits pois fait 2000 km en moyenne, je crois que c'est la moyenne mondiale de transport pour chacun des produits manufacturés. Donc si l'ensemble de ces transports coûte plus cher, évidemment que le prix au final de l'objet sera plus cher. C'est pour ça qu'on peut parler de baisse de pouvoir d'achat. Je vais peut-être demander à un assistant. Oh non, ça va, ça fait des pauses. On pourrait dire autrement, cette baisse de pouvoir d'achat signifie qu'on va arrêter de consommer du superflu. Alors c'est quoi le superflu? Ça va dépendre de chacun. Mais on voit bien que s'il faut faire un choix entre se chauffer, manger, s'habiller, bon, dans quelle mesure on va sauvegarder certains budgets que nous avons, dans quelle mesure, voilà. Rouler, se déplacer, se débarrasser du superflu. Se débarrasser du superflu, ça va provoquer ce qui s'appelle une récession, ou quand c'est plus grave, une dépression. Donc là, c'est plutôt une dépression. Même 1929, à côté, je pense que ce sera plutôt faible par rapport à l'ampleur de la dépression qui s'annonce. Donc même rendu à ce stade-là, ça ne nous choque pas vraiment parce qu'on parle déjà de dépression, alors même que la crise énergétique n'est pas commencée. Jusqu'ici, vous n'apprenez pas grand-chose, on en est déjà rendu là. Pour d'autres raisons. On va dire que jusqu'ici, dans cette phase 1, le pétrole restant sera réservé à ceux qui en auront les moyens. Donc ce sera une première phase où la régulation entre l'offre et la demande se fera par le prix, se fera par l'économique. Il y a toutes les chances, avec une dépression, d'avoir soit une inflation, soit une déflation. Je ne vais pas expliquer, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a de fortes chances que ça provoque un crash, un crack, vous prenez comme vous voulez, du dollar. Vous comprenez bien que si l'ensemble du commerce mondial chute, parce que l'ensemble des habitants arrêtent d'acheter du superflu, on arrête de faire nos courses, pas de caddie, de consommer à outrance, massivement. Hein. Peut-être qu'ici, dans le public des débattants dans les rues, vous n'êtes pas le meilleur public pour consommer à outrance. Bon, vous voyez bien de quoi je parle.
Mais même encore, peut-être vous vous rendez compte que finalement, vous utilisez déjà pas mal de pétrole. Bon. Donc, la monnaie utilisée, les États-Unis sont déjà l'État de très loin le plus endetté au monde. L'économie mondiale ne fonctionne que parce que l'Amérique fait tourner sa planche à billets et crée de nouveaux dollars qui n'ont à peu près aucune valeur depuis déjà longtemps. Mais comme ça marche, comme ça sert de monnaie mondiale, ça fonctionne quand même. Donc ils vivent à crédit. Merci beaucoup. Donc l'inflation, ça pourrait signifier que nous allons faire des courses avec des brouettes de billets. Comme ça s'est déjà passé dans pas mal de pays, hein, quand il y a une très forte inflation, voilà, la monnaie n'a plus aucune valeur. Ouais. S'il y a une déflation, la monnaie vaudra beaucoup d'argent, mais il n'y aura plus rien dans les magasins, ce qui sera à peu près horrible. Bon, rendu là, vous vous rendez bien compte que la dépression et donc le crack du dollar et donc le commerce, l'ensemble du commerce se cassant la gueule, c'est pas juste le pétrole, enfin, c'est pas juste le secteur de l'essence et le secteur du tourisme qui vont être en chômage technique, en chômage de masse, c'est l'ensemble de l'économie. Donc là on peut parler d'un chômage de masse, mais de masse quoi, vous voyez. En 1929, des millions de personnes se sont retrouvées au chômage du jour au lendemain. Hein. C'est tout à fait possible. Hein. Et même là, vous voyez bien les infos tous les jours, ça représente des cohortes d'ouvriers licenciés chaque jour. Quoi. Un autre aspect, j'en parlais tout à l'heure en présentant la nourriture comme utilisation du pétrole, c'est la baisse des rendements agricoles. Jusqu'ici, on pourrait se dire, à juste titre, c'est l'hémisphère nord qui va surtout subir cette première phase. L'hémisphère sud consacre une énorme part de son budget à la nourriture et finalement très peu au reste. Elle voyage peu en avion, ou alors la partie très riche, mais eux ils n'auront jamais de problème, hein. Enfin, j'y reviendrai après. Mais plutôt le peuple. Hein. L'essence à la pompe, il se déplace beaucoup moins que nous, et voilà, pour l'ensemble des utilisations, voilà. Ils consomment nettement moins de pétrole que nous. Par contre, le problème de la chute des rendements agricoles, c'est que justement, consacrant une énorme part de leur revenu à la nourriture, si la nourriture devient plus chère, autant nous, ça va nous embêter, parce qu'il faudra arrêter de manger de la viande tous les jours, ou je sais pas quoi. Eux, c'est leur survie qui est menacée directement. Donc comme c'est le premier effet qu'ils le sentiront plus tard, il risque d'être beaucoup plus dévastateur, puisque là, c'est la survie de 4 milliards de personnes qui est en jeu. Il va donc y avoir une baisse des rendements agricoles, mais ça aussi, ça ne vous surprend pas. Vous avez bien vu avec les émeutes de la faim, à quel point c'est sensible dans le monde, une baisse insignifiante des rendements agricoles. Et ce dont je vous parle là, c'est une baisse nettement plus significative. On peut réagir, hein. Le monde entier produit actuellement de quoi nourrir 12 milliards d'êtres humains sur Terre. Sauf que la production agricole ne sert pas qu'à nourrir des humains, j'y reviendrai après. Et puis surtout on en gaspille, enfin surtout je ne sais pas lequel des deux est le plus important, mais on en gaspille aussi énormément. La baisse des rendements agricoles. Ça c'est la suite en fait, ça va par là. On peut dire que rendu ce niveau-là, effectivement ça va créer des émeutes. Des émeutes au nord comme des émeutes au sud. Parce que rendu là, ça fera déjà bien longtemps que les pêcheurs du Guilvinec qui se seront énervés. Hein. Ça c'est sûr. Mais ce dont je vous parle là, c'est des fractions beaucoup plus larges de la population. Au sud, pour les émeutes de la faim, on a déjà vu à quel point c'est sensible. Et puis au nord, comme les émeutes de 2005, parce que là la frustration de ne pouvoir consommer va être énorme. On pourrait dire, pour donner un ordre de grandeur, qu'on va perdre 2 à 3% de pouvoir d'achat par an. Donc imaginez que vous avez toujours le même salaire, non, que les prix ne bougent pas, mais que votre salaire diminue de 3% par an. Et que c'est inexorable si on ne change pas le système politique et économique. Bon, en tout cas, on n'est pas parti pour. Hein. Donc, des émeutes. Un aspect sur un autre domaine, un tout autre domaine, ce sont les coupures de courant. L'électricité, je ne sais pas si vous le savez, mais le vrai problème de l'électricité, c'est de la stocker.
on ne sait pas stocker de l'électricité. Alors on sait le faire pour une batterie de voiture, hein, une centrale nucléaire, on n'est pas capable de construire une batterie de centrale nucléaire. C'est impossible. Ce qui fait d'ailleurs que la France vend son électricité, la brade même, aux pays qui entourent la France, parce qu'en période de pointe, l'électricité, soit elle la vend à prix bradé, à prix cassé, soit elle la jette dans la terre. Si un pays en bout de réseau, disons, n'a plus d'électricité du tout, vous imaginez bien les problèmes que ça va créer. Donc peut-être vous pensez juste à votre télévision qui s'éteint. J'espère que vous pensez surtout aux hôpitaux et aux malades branchés, qui ne seraient d'un coup débranchés, aux ascenseurs, hein, bloqués tous ensemble sur l'ensemble d'une ville. Ça vient d'arriver à Sydney, je crois, il y a 2-3 jours. Et donc c'est évident que ce pays en bout de ligne sera quand même approvisionné par les autres qui vont se cotiser d'une manière ou d'une autre. On reviendra peut-être après aux tensions géopolitiques, il y en aura. Mais pour l'électricité, c'est sûr qu'on va faire en sorte qu'il y ait un minimum d'infrastructures puissent fonctionner dans le pays qui sera en bout de réseau. Ce qui signifie qu'assez rapidement, l'ensemble des pays, y compris la France, risquent d'avoir à certains moments des coupures de courant. Ça peut paraître choquant et absolument impossible, mais bon, pour tous ceux qui ont voyagé, moi je suis allé en Inde, mais je sais que c'est vrai dans de nombreux pays africains et d'autres pays d'Asie, il y a des coupures de courant tous les jours. Voilà, moi je l'ai vécu en Inde dans des grandes villes, quoi. Il y a des coupures de courant qui durent 2 heures, 3 heures, 4 heures. Voilà, ça s'appelle power down en anglais en Inde. Donc des coupures de courant, il va y en avoir de nombreuses. Dans cette phase-là, rendue au niveau des émeutes, on peut estimer, donc ça c'est la deuxième phase, la fin de la deuxième phase. Les dessins sont serrés, hein, je vais arriver plutôt... Dans la deuxième phase, ceux qui vont pouvoir conserver leur niveau de vie seront, disons, les pays qui auront la plus grande force diplomatique. Donc la diplomatie, ça repose sur des moyens de pression quand même. Hein. Donc il y a différentes stratégies. La plus efficace actuellement dans le monde, c'est la stratégie américaine. Ça consiste à mettre des chars porteurs du pétrole. Une stratégie militaire, donc à prendre, à coloniser les pays producteurs de pétrole pour se préparer et pour être ceux qui vont bénéficier encore de réserves importantes de pétrole, d'une part de production importante de pétrole dans le monde. Donc j'appelle ça la phase diplomatique. Ça, c'est actuellement la répartition de la consommation de pétrole dans le monde. Donc sans surprise, ce sont les États-Unis qui consomment la plus grande partie du pétrole. L'Asie et l'Europe en consomment exactement autant, mais c'est l'Asie hors Chine. Parce que la Chine, contrairement à tous les autres pays qui ont une consommation qui augmente légèrement, la Chine, c'est plutôt comme ça, hein, la demande. Donc la Chine, elle en prend déjà une part significative, mais ça va être de plus en plus grand. Bon. Dans cette deuxième phase, j'exagère un peu, mais pas beaucoup. Imaginons que le pétrole restant soit à l'intérieur de ce cercle bleu. La meilleure méthode serait d'arriver à ça, ce qui consisterait à avoir un traité international qui oblige l'ensemble des pays du monde à réduire dès cette année leur consommation de pétrole en fonction de la taille qu'ils ont. Chaque pays doit consommer 3% de pétrole en moins chaque année, par exemple, si on pense que c'est le taux de chute là. Voilà, pour que la demande suive la courbe. Voilà. Donc 2 à 3% en moins. Ce qui signifierait ça. C'est pas un scénario a priori réaliste. L'état actuel ferait plutôt penser à ça, pour l'instant. La manière dont ça se passe actuellement dans le monde. En fait, c'est pas tout à fait vrai. La France, notamment mise sur le nucléaire, pour ce qui est l'électricité, mais vous voyez bien que l'électricité, ça ne va pas nous sauver non plus. Hein. Ce n'est qu'une application. Hein. Donc plus sérieusement, peut-être on aurait quelque chose comme ça, enfin, un truc, voilà, par là quoi. Là on est déjà dans des prédictions, hein. Là on est déjà rendu, la phase 1 ça va durer à mon avis 4 ou 5 ans, donc là on est rendu en 2013, hein. La phase 2 donc elle démarrerait là 2013 jusqu'à 2018, et la phase 3 2018, 2020, 25 quoi. Voilà, on pourrait dire que la décennie de tous les dangers c'est 2010-2020, ça va aller si vite que ça.
Et ensuite, à partir de 2025, on sera de toute façon déjà dans la phase 4. Donc tout ce que je vous explique là, en fait, c'est une transition. Parce qu'on peut aussi dire, déjà entre maintenant et 2018, qu'avec ce chômage de masse, cette dépression,